Êtes-vous prêt à nous écouter pendant les 30 prochaines minutes? Répondez pas tout de suite. Moi, je vais répondre à votre place. La réponse, c'est oui, parce que notre invité, c'est Pierre-Alexis Soulière. Les femmes, on l'adore, on le trouve cute. Pour les hommes, c'est un grand travaillant. En plus, il a perfectionné l'art d'être sommelier. Mais je ne vous en dis pas davantage parce qu'aujourd'hui, on parle aussi d'acériculture. Parce qu'avant que je vous le montre à l'écran, ben là, c'est le temps des sucres. Et justement, il vit ça intensément, le temps des sucres. Alors voici Pierre-Alexis Soulière. Allô, Pierre-Alexis? Bonjour, comment ça va, Lydia? Ça va bien. Là, curiosité, là, tu es venu faire de la TV avec tes bas, ton ensemble d'acériculteurs, dans le fond, c'est ça? Mais tu arrives d'où? Moi, j'arrive de Québec. Oui. Notre résidence principale est à Québec. Oui. Et puis ce matin, j'avais plusieurs petites choses à régler. J'avais des envois justement de sirop d'érable à faire. Et puis là, ben, il est rendu 3 heures, fait qu'il va falloir aller allumer pour faire bouillir notre eau d'érable. Et passer la nuit à cabane? C'est sûr. Nous, hier, on a fini à 1 heure du matin. On a fait le choix de bouillir de nuit, pareil comme on faisait anciennement. On considère que la pression atmosphérique est plus basse, puis c'est plus facile de sortir ce qu'on veut sortir en termes de qualité la nuit. Mais on comprend aussi que certains individus, certaines entreprises, bien, ils ont des réalités familiales, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des conjoints, conjointes. Et puis, c'est pas toujours évident. Mais anciennement, on attendait jusqu'à la fin de la journée pour récolter le maximum d'eau d'érable, puis allumer toute la nuit. Donc, pour toi, c'est quand même facile parce que tu n'as pas encore d'enfants. Et en plus de ça, vivre la nuit... Non, mais moi, ce qui est facile, je vais vous le dire, c'est oui, que mon épouse, ça fait 5 générations qu'il produit du sirop d'érable chez eux. Puis moi aussi. Donc, à tous les printemps, je n'ai pas besoin de lui expliquer que ça va être une période difficile. C'est comme... Elle connaît le sirop. Exactement. C'est ça. C'est comme les maraîchers, par exemple, dans le temps des fraises. Tu n'as pas le choix, il faut que tu les ramasses. Bien, le sirop d'érable, il faut qu'on batte le fer quand il est chaud. Puis là, la semaine sainte s'en vient, puis ça va être une grosse semaine pour nous. Puis c'est important d'avoir des gens qui vont te supporter à réaliser la vision qu'on a. Oui, et les objectifs aussi à atteindre. Parce que Marie-Pierre est bonne pour ça aussi, hein? Oui, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, puis c'est quelqu'un qui est organisé parce qu'elle travaille pour plusieurs corporations, puis elle est en ressources humaines. Fait qu'elle a une vision qui est complètement différente de la mienne. Et puis, on essaie de se compléter avec nos forces puis nos faiblesses. Tu arrives d'où? Tu es né où exactement? Moi, je suis né à Saint-Pierre-Baptiste. OK, vraiment, une famille J'ai été Saint-Pierre. baptisé à Saint-Pierre-Baptiste. Je suis né au premier rang dans la maison où mon grand-père a vécu pas mal toute sa jeunesse. Et puis ensuite de ça, vers l'âge d'à peu près 5 ans, peut-être 4 ans, j'ai déménagé à Plessisville puis j'ai grandi toute ma vie à Plessisville. Voilà. Et 5 générations pour les Soulières, mais en même temps, j'aimerais ça qu'on parle aussi de la génération de Marie-Pierre, les Fortier. Donc, vous m'avez dit hors micro tantôt que ça fait des années que les deux familles travaillent ensemble. Bien, la famille Soulière venait de Saint-Pierre-Baptiste paroisse, mais ma famille maternelle, Provencher, eux, c'est une famille fondatrice de Saint-Pierre-Baptiste, au même titre que les Fortier. Et puis même, je pense que c'est mon arrière-grand-père qui était en affaires pour fonder la Promutuelle pour protéger les habitants à Saint-Pierre-Baptiste. Et puis moi puis Marie-Pierre, ben, nos parents se connaissaient très bien. Puis mon grand-père avait le magasin général. Et puis le grand-père de Marie-Pierre avait une ferme, avait un ranch avec des animaux à bœuf. Donc nécessairement, il y avait des affaires qui se passaient dans la communauté. OK, donc vous étiez destinés l'un à l'autre, hein? Je ne sais pas si on était destinés, mais moi, quand je l'ai rencontrée, je savais que ça allait être ma femme. Puis on s'est rencontrés au manoir du Lac-William. Et puis moi, je ne l'avais pas connue parce qu'elle était allée à l'école de Saint-Ferdinand puis à l'école de Black Lake. Puis moi, j'étais allé à l'école de la Samar puis l'école Sainte-Famille ici à Plessisville. Donc, même si nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents avaient fait des affaires ensemble depuis plusieurs générations, on ne s'est pas connus avant l'âge de peut-être 18-19 ans. Et aujourd'hui, vous travaillez ensemble comme vos ancêtres. Absolument. Elle a son travail, mais tu sais, en même temps, je pense que lorsqu'on a grandi dans le sucre, on a ça un petit peu en dessous de notre peau. C'est comme notre ADN. Hein? Quand vient le temps des sucres, on veut le travailler. Puis, il n'y a pas d'autres endroits. On a vécu à plusieurs endroits sur la planète ensemble, mais il n'y a pas d'autres endroits où on voudrait être en ce moment que
dans les Bois-Francs, dans nos érablières à Saint-Pierre-Baptiste, puis faire ce qu'on aime faire. Parfait. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, moi. Un frère? Oui. OK. Et il habite... Lui, il est basé à Québec et puis il travaille pour une firme d'avocats qui s'appelle McCarthy Tétrault là-bas. Alors là, on va parler un peu de ton enfance, là. Est-ce que tu as un Mhm. souvenir d'enfance qui te fait frémir? Moi, j'ai eu la chance, mon grand-père avait une propriété proche du lac Camille, qui est à la limite nord du canton de Inverness, qui est Saint-Pierre-Baptiste. Et puis, on a grandi là. Puis, en fait, le souvenir d'enfance que j'ai, c'est que moi, j'ai jamais eu de semaine de relâche de ma vie. On faisait toujours les sucres pendant la semaine de relâche. Mais en même temps, j'étais pas anxieux, j'étais pas angoissé, j'étais pas fâché, j'étais pas frustré de ça. Je me réjouissais de ça. Mais nous, une semaine de relâche pour dire, bon, ben on part une semaine au ski ou on part une semaine dans le sud ou tout ça, ça n'existait pas. Nous, c'était clair qu'on allait travailler, mais l'érablière devenait aussi un terrain de jeu. On faisait des rigoles, on allait à la rivière. On mangeait pas trop de type et de lichage de palettes. C'était plus quand les gens de la ville venaient qu'on faisait ça. Mais on remplissait le chariot à bois, puis on travaillait. Puis le travail, c'était jamais une tâche, c'était plutôt quelque chose pour se réaliser, pour se propulser. Ouais. Ton côté ado, Oui. bon, tu étais quel genre d'adolescent? Il faudrait demander au professeur de la polyvalente La Samar. Peut-être Daniel Béliveau pourrait vous aider avec ça, Sage. la directrice. Sage, moi, je pense que j'ai jamais été... je pense que c'est quelqu'un d'énergique. Oui. Moi, j'avais une vision. J'étais quelqu'un qui faisait du sport, qui jouait pour le club de soccer de Plessisville ici. Et puis, ben, tu sais, il faut jeunesse, hein? Ben oui. Mais on n'a jamais exagéré. J'avais la chance, puis je pense que le système scolaire dans les Bois-Francs, mais admettons, si on prend Plessisville, était fort. Beaucoup de professeurs dynamiques, des professeurs jeunes qui étaient inventifs. Puis moi, je fais souvent référence à ça. Notre éducation publique ici à Plessisville est extraordinaire, puis ça a fait en sorte de former beaucoup de très bons citoyens. Certains sont restés en région, d'autres sont partis, sont revenus. Mais je pourrais vous faire une liste là, de personnes assez influentes dans leur domaine respectif qui sont passées par la polyvalente La Samar. Puis moi, je pense que l'endroit où on étudie, l'endroit où on apprend, fait de nous des citoyens. Puis il y avait une culture à La Samar qui était enviable, je pense. Oui. Mais choix de carrière, parce que c'est à l'adolescence qu'on dit qu'est-ce que je vais faire dans la vie plus tard. Est-ce que ça a été un choix? Ça a été facile? Bien, moi, j'étais allé au cégep de Victoriaville. Oui. Ça, c'était la continuité logique, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais allé en sciences humaines, puis souvent, on ne prend pas ça au sérieux, les sciences humaines, mais moi, je pense que ça m'a ouvert. Ça a fait exactement ce que le travail du cégep devrait faire. Ouvrir notre esprit, puis se poser des questions, puis trouver ce qu'on veut. Et puis moi, j'avais commencé à travailler au niveau, au manoir du Lac-William, en fait, où j'ai rencontré Marie-Pierre. Puis j'avais aussi, j'étais politisé parce que mon grand-père paternel était politisé. J'avais beaucoup, beaucoup de succès dans mon cours de sciences politiques. Puis un jour, je me suis assis avec mon professeur, puis il a dit « Qu'est-ce que tu vas faire à la prochaine session? » J'ai dit « Bien, j'ai commencé à travailler au manoir du Lac. J'aimerais ça peut-être poursuivre en sommellerie ou aller étudier probablement à Sherbrooke en sciences politiques. » Mais il a dit « Tu sais, dans le fond, va faire ton cours de sommellerie, puis si ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours retourner à l'université. » Mais pour moi, c'était la première fois que quelqu'un me donnait le droit de faire quelque chose qui était incertain. Parce que la plupart des gens, que ce soit familialement ou même dans mon cercle proche, disaient, bien, le vin, tu sais, c'est plus une passion qu'un métier. Il faut que tu trouves vraiment un métier. Puis si tu vas avoir des bonnes conditions puis être un peu sauvé des eaux, bien, va travailler SAQ. Mais ni un ni l'autre, je voulais pas. Tu sais, fait que je suis allé à l'école hôtelière à Québec, puis j'ai commencé mon diplôme en sommellerie. OK. Et ça a duré combien de temps? C'est très court, c'est une initiation. Ça dure peut-être, mettons, 4 mois, c'est 450 heures. Fait que 3 jours par semaine, j'allais à Québec, j'étudiais à l'école hôtelière, puis après ça, je venais travailler 3-4 jours au manoir, puis je faisais un peu la navette entre les deux. Et après ça, la rage des concours, ça a commencé comment, là, de participer à plein de concours? Vous avez travaillé toujours au manoir du Lac-William? Non, vous avez fait un tour? J'ai quitté rapidement le manoir du Lac-William parce que, justement, je veux dire, c'était quelque chose d'extraordinaire régionalement. Mais le manoir n'était pas où ce qui est aujourd'hui non plus. Donc, moi, je suis parti à Montréal, j'ai travaillé 4 ans là-bas, dans un restaurant qui s'appelle La Chronique, qui est d'ailleurs le restaurant préféré du premier ministre François Legault. Quand il voulait devenir premier ministre, j'ai servi à plusieurs reprises. Et puis, ensuite de ça, je suis allé étudier à l'Université du vin en France, parce qu'il y a une université du vin en France.
Et puis là, j'ai réalisé la première fois que, un peu comme notre agriculture ici, là, l'agriculture laitière, l'agriculture du vin, c'est de l'agriculture parce qu'ils font pousser des fruits puis ils le transforment. Et puis c'est une grosse business. Plus que nous, ce qu'on peut percevoir ici. Et puis ensuite de ça, ben, je suis revenu au Québec, puis je voulais aller plus loin. Fait que je suis parti travailler à Londres 2 ans, justement, avec Marie-Pierre. Oui. Je travaillé 2 ans dans un hôtel 5 étoiles là-bas. Et puis je suis revenu au Québec, et puis j'avais encore le goût d'aventure. Mais là, tu as appris l'accent british, là. Hein? Bien, je pense qu'il faut savoir s'adapter. C'est sûr qu'au début, pour nous, c'était un choc parce que moi, j'avais fait l'anglais intensif ici à Saint-Édouard. Puis je pensais que je parlais anglais, mais de se retrouver dans une immersion, c'est différent. C'est pas la même intonation. C'est pas la même intonation, puis c'est pas les mêmes manières de faire non plus, culturellement. Le style de vie, donne-moi un exemple, l'adaptation, là. Bien, je vous dirais, nous autres, on vivait à Notting Hill, comme le film Notting Hill. Mais moi et Marie-Pierre, on était 2, on était au début de notre carrière, peut-être jeune vingtaine, puis c'était 10 mètres carrés, l'appartement. Donc, c'était peut-être moins que le tiers de votre studio. On avait un divan-lit qu'on dépliait à tous les jours. Et puis, sur le même étage, on avait 2 autres chambres. Il y avait une Brésilienne puis une personne qui venait des Philippines. Puis, on avait une petite toilette, puis on devait tous utiliser la même toilette. Donc, ça a été une grosse leçon d'humilité, je pense, pour Marie-Pierre et pour moi. Mais d'un autre côté, ça a propulsé nos carrières. Ben oui, être né dans la nature, où tout est grand, puis d'arriver dans quelque chose de confiné, dans une ville extrêmement cosmopolitaine, avec des horaires de travail qui sont très, très, très intenses. Et puis aussi, bien, de prendre le métro à tous les jours. Marie-Pierre faisait 1 heure, elle allait à Heathrow, dans la plus grande aéroport au monde, pour travailler. Puis moi, j'allais à l'hôtel, qui était un hôtel d'à peu près 100 chambres à Knightsbridge. OK. Mais c'était pas, vous n'avez pas pris la décision de vivre là tout le temps, là? Bien, nous, on a passé 2 ans là-bas, et puis notre visa était échu plutôt, et puis on a dû revenir au Québec. Et puis lorsqu'on est revenu au Québec, bien, moi, j'ai pris la décision de partir pour l'Australie. OK. De partir seul pour l'Australie. OK. Marie-Pierre vous a suivi par la suite? Ah, moi puis Marie-Pierre, je pense qu'on avait vécu des choses qui étaient difficiles pour un jeune couple à ce moment-là, parce que ça avait été un passage extraordinaire si on le regarde aujourd'hui, mais on a eu des moments où c'était moins facile, parce qu'on travaillait énormément. Et puis, en fait, lorsque vous grandissez justement dans les grands espaces, sur une ferme ou dans une communauté comme Saint-Pierre-Baptiste, vous vous retrouvez dans un petit espace à travailler 14 heures, 15 heures par jour, bien, pour nous, c'est un choc de valeur un petit peu. Puis, bien, c'est sûr que ça a été difficile pour nous deux, mais en même temps, c'est une bonne affaire que ça soit arrivé comme ça. Marie-Pierre a pu continuer dans sa voie, puis moi aussi, puis on a fini par se retrouver de toute manière. Maintenant, parlons-en des concours. C'est quoi le... Plusieurs personnes n'iront jamais faire des concours, parce que l'orgueil, quand on perd, ça fait mal aussi. Mais quand on gagne, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui t'étais pas forcé là, à participer à différents concours? Non, mais moi, en fait, lorsque Meilleur Sommelier du Québec est arrivé, j'étais trop jeune quand j'étais à Montréal. Après ça, j'étais à Londres, donc je ne pouvais pas revenir. Puis après ça, je veux dire, quand je suis arrivé en Australie, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est le concours du meilleur jeune sommelier d'Australie. Fait que j'ai dit, je peux-tu participer? Il a dit, oui. Puis finalement, j'ai gagné, puis je suis devenu meilleur jeune sommelier au monde. Mais tu sais, ça s'est fait comme ça, là. J'ai jamais couru après ça. Mais tu sais, le concours, c'est un petit peu comme les concours de l'exposition de Victo, des concours d'animaux. C'est pour démontrer le savoir-faire de quelqu'un, puis juger de ses capacités professionnelles. Mais tu sais, si vous regardez en Europe, il y a des concours de fromager, il y a des concours d'ébénistes, il y a des concours de toutes sortes de métiers pour célébrer justement le savoir-faire. C'est un petit peu ça, la sommelier. Et les concours, ça permet de savoir où on est rendu vis-à-vis l'international, le national, au niveau québécois aussi. Puis c'est aussi une grosse reconnaissance au niveau de nos pairs. Je pense que lorsqu'on est un professionnel, on ne recherche pas nécessairement la reconnaissance du public, mais plus celle de nos pairs. Comme ça, on sait qu'on est un professionnel reconnu par des professionnels. Puis c'est ça qui nous rassure, parce qu'en fait, d'être reconnu par le public, je veux dire, si ce n'est pas vos clients, c'est pas aussi gratifiant que d'être reconnu par des gens qui connaissent la business inside out. Et donc, vous avez gagné le prix du meilleur sommelier. Oui. Je deviens en 2014 meilleur jeune sommelier du monde. Oui. Et puis là, moi, j'avais toujours eu dans mon idée d'aller vivre aux États-Unis.
Et puis, j'avais de la difficulté à avoir un visa. Mais là, en gagnant ce prix-là, Oui. j'avais accès à un visa qui s'appelle O1, qui est un visa pour des aptitudes exceptionnelles. Donc, par exemple, les actrices, les acteurs, les joueurs de hockey vont avoir ce visa-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement un diplôme pour prouver qu'ils peuvent rentrer aux États-Unis, mais ils ont un talent exceptionnel dans leur domaine. Et puis là, de cette manière-là, on est capable de rentrer. Bon, mais comment... Le premier prix, parce que c'était ton premier prix que tu gagnais, le meilleur sommelier, jeune sommelier. Comment tu as vécu ça? C'était quoi la compétition? C'était goûter des vins? C'était quoi? Bien, c'est à peu près toujours la même chose. On a de la théorie à faire, donc ça peut être la question sur des sols, la question sur des cépages, des sortes de raisins, la question sur des sortes de bouteilles, etc., etc. C'est très complexe, là, ça va de plusieurs sujets. Ensuite de ça, on va déguster des vins à l'aveugle. Et puis, en fait, ça, c'est comme un problème mathématique. Vous allez essayer de trouver des indices dans le verre puis bâtir une conclusion logique en disant, bon, ben un petit peu comme à Clou. Ça va être le colonel Moutarde qui a pris la clé à molette dans le salon. Bien, c'est un peu la même chose. Nous, ce qu'on essaie, c'est qu'on déguste puis on dit, bon, ben probablement que c'est du pinot noir qui vient de Bourgogne sur 2017 à cause que la couleur est comme ça. Puis c'est comme ça qu'on trouve les vins. OK. Et puis, la dernière épreuve, bien, c'est une épreuve de service. Souvent, ça va être sur un plancher devant public et puis on va vous mettre un scénario de service où on va vous... une table, une famille qui arrive avec des enfants puis que l'enfant renverse le verre de vin, comment vous allez réagir? Mais c'est juste de démontrer que vous êtes humain dans votre métier, que vous êtes professionnel, vous êtes capable avec sous un énorme stress, réagir de la bonne façon. C'est un petit peu ça. Là. Tous les concours se ressemblent. Là. C'est des épreuves, en fait, théoriques, pratiques et organoleptiques là, de goûter le vin. Et les autres prix? Bien là, après ça, moi, comme je déménage à New York et puis je travaille là quelques années. Et puis la ville, bien, je trouvais ça extraordinaire. Oui, de l'Australie à New York. Mais d'un autre côté, comme je suis quelqu'un un peu plus de la campagne, j'avais commencé à avoir besoin de la campagne. Donc, après New York, j'ai déménagé en Californie. Et puis là, en Californie, je vivais près d'un vignoble. C'était extraordinaire aussi. Mais là, je n'avais pas pu participer au meilleur sommelier du Québec parce que c'était le fun de gagner pour l'Australie, mais je voulais aussi gagner pour mon propre pays. Fait que je n'avais pas pu participer quand j'étais à Montréal, je n'avais pas pu participer quand j'étais en Australie, je n'avais pas pi participer quand j'étais à Londres. Puis là, j'ai demandé à mon employeur, j'ai dit, bien, écoutez, moi, je voudrais faire des allers-retours pour au moins essayer une fois le meilleur sommelier du Québec. Puis ça, c'était en 2017. Donc, j'ai fait des allers-retours. Et puis, en 2017, j'étais meilleur sommelier du Québec. Après ça, est-ce qu'il y a eu d'autres prix? Bien, après ça, je suis allé au Canadien, parce que c'est un peu comme les Olympiques, régional, national, continental. Et puis, au Canadien, bien, j'ai terminé deuxième. Mais ce qui a fait en sorte que ça m'a donné mon laissez-passer pour aller aux Continentaux, donc meilleur sommelier des Amériques. Puis en 2019, ben, j'ai gagné à Montréal le concours des meilleurs sommeliers des Amériques. Hey, c'est quelque chose, hein? Ça a été quoi la perception? Et même l'expertise. C'est quoi l'expertise qui t'a amené à tout ça? C'est des études, l'expérience dans tous les endroits que tu as été? Moi, je pense que oui. Je pense que vous êtes exactement sur... c'est exactement ça. En fait, un concours, c'est de démontrer votre expertise. Puis moi, mon expertise, comme j'ai vécu dans plusieurs endroits, j'ai travaillé dans plusieurs marchés, j'ai travaillé dans plusieurs types de restaurants, ça m'a permis probablement ce jour-là d'être à mon meilleur. Mais aussi, je pense, puis ça, j'en ai souvent parlé, le fait de venir d'une culture un petit peu plus régionale, comme les Bois-Francs. Je pense que les gens ici sont très travaillants. Il y a beaucoup de fermes, mais il y a aussi beaucoup d'industries. Il y a des valeurs qui sont très pures dans un sens de travailler. Moi, j'ai toujours travaillé, puis le travail, ça n'a jamais été une punition. Puis je pense que le travail amène le succès. J'appelle ça l'esprit bâtisseur. Exactement, tout à fait. Là-dessus, vous avez mis les bons mots sur ce que je cherchais. Et puis, le fait de me retrouver, que ce soit à Londres, d'être le French Canadian à Londres, le fait d'être à New York, puis de faire ce que je faisais, puis le fait de me retrouver dans un concours, puis de venir d'une petite communauté où le travail est important, où la détermination est importante, où on a l'esprit de bâtisseur, ça m'a peut-être donné les aptitudes à ce moment-là de performer. Le vin, et là, on vous voit, là, c'est le sirop d'érable. Ouais. À quelque part, c'est relié. Hein? Ouais. Si on prend les dégustations, là, vous avez fait un lien avec ça. Là.
Bien, moi, souvent, les gens vont m'associer au monde du vin parce que c'est ma carrière professionnelle. Mais je pense que mon identité, c'est l'érable. Je suis né dans la Merci de l'érable. Notre communauté religieuse s'appelle Notre-Dame des Érables. La polyvalente où je suis allé, c'est la Samar. J'ai grandi à Plessisville, je suis né à Saint-Pierre-Baptiste. Donc, moi, j'avais toujours eu cette vision-là depuis que j'étais très, très jeune, de faire quelque chose, d'essayer de donner une voix aux producteurs. Pour moi, c'était ça qui était c'est ça qui était primordial. Et puis en 2019, lorsque je suis revenu au Québec, on a déposé la compagnie pour se mettre à distribuer. Arrêter la conversation de dire mon sirop meilleur que le tien ou du sirop, c'est du sirop, mais essayer de parler plus de l'identité de chaque individu. C'est ça. Puis nous, on distribue du sirop d'érable. Et puis de fil en aiguille, ben moi, j'en suis venu à la réflexion qu'il fallait que j'en produise aussi. Et puis, je voulais avoir mon projet à moi, à ma manière. Puis récemment, ben là, on a commencé à en faire l'année passée, puis on en fait encore cette année. Oui. Mais l'idée de le faire artisanal, parce que c'est ça, là, il y a toujours un lien avec vos ancêtres, hein, à quelque part, là, dans votre vie. Oui, je pense qu'on a un héritage, puis il faut savoir d'où qu'on vient pour savoir où qu'on s'en va. Et puis, pour moi, c'était important de faire un projet où j'allais être très, très, très contraint. Donc, on a loué une sucrerie qui était la sucrerie de mon oncle, une partie. Et puis, il n'y avait pas d'électricité, puis il n'y avait pas d'eau courante. Nomme-le ton oncle, il va être content quand il va écouter. Oui, je suis certain qu'il va être content. Vas-y, nomme-le. Jean Provencher. Voilà. Et puis, ben moi, j'avais loué chez eux l'année passée. Puis, on a trouvé la source, on s'est lavé, on a fait notre sucre, ça a été extraordinaire. Puis ensuite de ça, lui, il a décidé de se départir de sa terre, puis c'est très, très correct. Donc, on était obligé de se trouver un autre projet. Et puis, le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste avait la sucrerie du curé Jonca qui était disponible. Et puis, j'ai demandé à M. Serge Nadeau, là, le président du festival, qui est quelqu'un qui est visionnaire, savoir si je pouvais l'entailler au chaudière. Puis, on est venu à une entente qui était avantageuse pour les deux parties. Puis aujourd'hui, bien, même si l'électricité est présente sur le site, on ne l'utilise pas. Et puis, on fait du sirop d'érable pareil comme anciennement. Mais la nuit, là, c'est le fanal, là, c'est ça? Oui, nous, on a des chandelles avec un fanal, puis on n'a pas besoin de plus que ça. De toute manière, il faut se concentrer quand on bouille, puis le fait d'être justement au fanal, ça nous permet d'être focus, puis de sortir la crème comme on veut. Juste pour parler comment que votre sirop aussi sera connu internationalement, hein, même si c'est déjà fait. Oui, bien, nous, on exporte déjà en France, on est en Ontario, on est au British Columbia, en Colombie-Britannique. On est distribué à New York. On a eu des discussions récemment avec le Japon aussi, mais ça n'a pas eu de retour. Tu sais, le but pour nous, c'est correct. D'exporter, c'est correct. Mais le vrai rêve, c'est que les gens d'ici peuvent se servir, puis le reste, on l'exportera. Bon. Et comment ça s'appelle, la compagnie? Nous, ça s'appelle PA Soulière Sélection. Okay. Parce qu'en fait, on va sélectionner des lots de sirop d'érable qui sont selon nos standards de qualité. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas nécessairement acheter toute la production, toute distribuer la production d'un producteur. Mais lorsqu'on le sait, là, comme là, je le sais, là, c'est la semaine 5, je vais commencer à visiter certains individus là, cette semaine. Puis on va sélectionner, puis on fait juste mettre les barils de côté. Après ça, on les fait classer, on les embouteille chez Saint-Ferdinand-B à Saint-Ferdinand. Et puis après ça, on envoie. OK. Et c'est servi dans une bouteille de champagne, c'est ça? C'est quoi l'idée de ça? Oui? Bien, moi, j'adore la canne. Je trouve qu'elle est légère, elle est écologique, elle est à l'abri de la lumière. Sauf que malheureusement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens à l'extérieur du Québec vont l'associer à une catégorie de nourriture qui est encannée. Okay. Donc, eux, ils sont habitués de payer 1 $ pour de la soupe tomate, de la soupe au pois ou des bines dans des cannes. Puis là, on leur demande de payer un prix qui est plus proche de 10 de 8 de 7 pour un sirop d'érable d'une grande qualité, mais dans une canne que tout le monde utilise la même canne. Donc, je pense que ça ne va pas disparaître, mais nous, on voulait se distinguer, puis on voulait avoir un packaging qui était un petit peu plus représentatif de tout l'effort de faire le sirop d'érable. Parce que, tu sais, le sirop d'érable, ça prend 40 litres pour faire 1 litre. 40 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre. Après ça, on met ça dans une canne. C'est correct, c'est symbolique, c'est culturel, mais c'est traditionnel. C'est traditionnel, mais il faut aussi offrir autre chose à nos clients. Et j'ai l'impression que c'est populaire parce qu'elle est dans une bouteille de champagne? Non, moi, je pense pas. Je pense que c'est la qualité. Vous savez,
nous, on ne prend pas de décision pour nos clients. Oui. Et puis, nous, on offre un produit qu'on pense qui est transparent, où on est capable de garantir la journée à laquelle il a été bouilli, le degré Brix, même l'heure à laquelle il a été coulé. Et puis ça, je pense que les gens sont de plus en plus fervents de ça, savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette. Et puis moi, j'ai jamais manqué de sirop d'érable dans ma vie. Mais il y a des gens à la ville Oui, les gens de la ville. qui ne savent pas nécessairement comment le sirop d'érable est fait. Donc, le fait d'être transparent, puis de montrer, puis d'être honnête, bien, ça fait en sorte que ça crée de la récurrence. Puis historiquement, de toute manière, les gens étaient récurrents envers leurs producteurs. On allait acheter le gallon chez un tel, chez un tel, chez un tel. Moi, je pense qu'il faut mettre les producteurs de l'avant. C'est ça qui est important. C'est ça le futur du sirop d'érable au Québec. C'est quoi les projets d'avenir ou les souhaits de Pierre-Alexis Soulière? Bien, moi, je vous l'ai dit, le sirop à chaudière, c'est un projet qui me touche beaucoup. Aujourd'hui, il y a moins de 2 de sirop d'érable dans le monde qui est fait à la chaudière. Il y a des gens qui sont automatisés, industrialisés, puis c'est tant mieux parce que ça produit du sirop d'érable, puis plus de gens peuvent en manger. Mais il y a des gens qui ne se rappellent plus de l'art, comment chauffer un fourneau, comment couler, comment batcher, comment récolter à la chaudière. Et puis ça, c'est unique au Québec. C'est unique au Québec. C'est un savoir-faire qui se passait de génération en génération. Puis si un jour on est capable d'avoir ce patrimoine-là immatériel protégé, ça serait mon rêve. Oui, et le vin Soulière? Oui, tout le monde me demande d'en faire, mais la réalité... Il fallait que je la pose, c'est ça? Oui, un jour Parce que là, peut-être. tout le monde allait m'en vouloir. Okay. Non, un jour peut-être. Moi, je veux me focusser sur qu'est-ce qui est notre environnement ici. Oui. Le problème avec le raisin, c'est qu'on va bûcher, dessoucher ou utiliser un package qui servait déjà pour planter une plante qui ne vient pas d'ici. C'est correct, c'est super, mais j'aimerais mieux qu'on commence avec notre environnement ici avant d'amener des choses de l'autre bord puis les implanter ici. Après ça, ce sera du vin d'érable. Mais tu sais, par exemple, oui. la pomme, pour moi, au Québec, est peut-être plus intéressante que le vin en ce moment. Oui. On a beaucoup, oui, on avait beaucoup de vergers, puis tu sais, ça a un gros potentiel là, dans le futur. Alors, regarde, on a quand même placé des miettes. Oui, il faut. On se reparle dans 10 ans pour une autre tribune. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir été si généreux en entrevue. Alors voilà, on s'entretenait avec Pierre-Alexis Soulière.